jusqu'à disparition des signes cliniques et radiologiques. Parfois, on a une évolution sévère, on est amené à ventiler d'une manière mécanique, mais c'est vraiment très bref. C'est un recours bref à la ventilation mécanique. Les complications à terme, c'est surtout le risque d'hypertension artérielle pulmonaire persistante, et donc c'est des besoins en oxygène qui restent élevés et qui restent longtemps par rapport à ce qu'on avait cru. Puis le troisième volet, c'est la détresse par inhalation de liquide amniotique. Et donc, on a deux types de liquides. Le liquide clair, il n'y a pas de souci, c'est comme le tableau qu'on vient de décrire, celui de la détresse respiratoire suite au défaut de résorption de liquide pulmonaire. Donc c'est un liquide clair, ça ne nous dérange pas. C'est un enfant qui va naître avec une petite détresse qui n'est pas très grave et avec des poumons humides qui généralement évoluent bien sous oxygène pendant les 24 premières heures. Par contre, quand c'est méconial, c'est sérieux. Le liquide méconial, normalement, ça alarme tout le monde. Il faudrait qu'on fasse attention. C'est généralement beaucoup plus un nouveau-né à terme. C'est rare, c'est très rare. Moi, j'ai jamais vu un nouveau-né prématuré présentant un liquide méconial à la naissance. Donc, c'est plus le nouveau-né à terme ou le post-mature, le post-terme, qui va faire une souffrance fœtale aiguë. Et donc, ce liquide, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une souffrance fœtale aiguë, il y a un relâchement, il y a une hypoxie. Ceci dit, quand il y a hypoxie, il y a relâchement de tous les sphincters, y compris le sphincter anal. Et donc ce méconium qui devrait rester en intra-abdominal va être relâché au niveau du liquide amniotique. Et donc on va se retrouver avec du méconium au niveau du liquide amniotique. C'est le sphincter anal qui va se relâcher suite à l'hypoxie. C'est ça l'explication en fait. Et donc, le liquide amniotique méconial est présent dans 13% des cas. Heureusement que l'inhalation, on ne va la voir que dans 5% des cas. Si tous ces 13% qui ont un problème d'inhalation, on serait dans la merde. Donc rarement avant 37 semaines, c'est très rare. Par contre, souvent, c'est beaucoup plus les post-termes qui vont nous faire des détresses sur inhalation méconiale. La détresse, elle est immédiate ou secondaire, d'aggravation rapide. L'inhalation, avant, on les aspirait tête à la vulve. Les anciennes sages-femmes qui ont l'habitude et qui sont vraiment chevronnées, et que je salue depuis ici parce que j'ai appris avec elles l'intubation, j'ai appris avec elles les bons gestes, normalement elles aspirent en intra, après, avant le premier cri, ils sont en train d'aspirer. C'est très important. Parce qu'une fois il fait le premier cri, qu'est-ce qui se passe? Tout le liquide méconial qui est au niveau de la bouche, il est déjà inhalé. Donc au moins, ils doivent aspirer bien avant qu'il fasse son premier cri. Mais j'ai fini le premier cri ou la. Donc généralement, il faut aspirer en intra. La tête d'yellow, il faut l'aspirer. Ça, c'est très important pour éviter que ça passe. Et donc, on va se retrouver avec des râles bronchiques humides. Là aussi, c'est des râles ronflants assez importants parce que les poumons amrent, tout simplement, les poumons amrent le méconium. L'obstruction de certaines voies aériennes, et donc on va se retrouver là avec des zones d'emphysème parce que les poumons amrent, et des zones d'atelectasie, et parce que les poumons amrent, ils ne peuvent pas respirer normalement, donc il y a même un problème d'aération. Et puis, on aura une atteinte des alvéoles par le liquide amniotique méconial, ce qui va inactiver le surfactant. Et là, c'est notre troisième indication. Après le bébé de mère diabétique, c'est notre troisième indication d'injecter et d'instiller le surfactant. C'est les bébés qui ont inhalé le méconium. Parce que leur méconium, il est là, mais tellement on a leur surfactant, il est là, mais tellement on a le méconium qui a enveloppé les alvéoles, il va rendre inactif ce surfactant qui est là. Et donc, on est obligé de lui donner un surfactant exogène pour pouvoir respirer comme il se doit. L'association va se faire avec une hyperinflation thoracique et une asphyxie périnatale, et donc on peut aussi se retrouver avec un tableau d'hypertension artérielle pulmonaire persistante. Les formes sévères, on va voir une tachypnée importante, un thorax bloqué, des signes de rétraction modérés. Je dirais que dans les inhalations méconiales, on a vraiment du mal. Et c'est des bébés, tu vas le traiter en tant que détresse respiratoire avec aussi infection. Parce que ce méconium, est-ce qu'il est infecté ou pas? Il a inhalé un méconium et donc c'est une prédisposition à faire une infection. Il leur faut une bonne kiné pour vider les poumons déjà. Et il faudrait quand même qu'on soit assez vigoureux et assez prendre nos précautions en matière de ventilation mécanique, parce que même les pressions, on ne peut pas réaliser des pressions très importantes sur des poumons qui sont blindés. La radiologie, donc on a une distension thoracique avec des opacités alvéolaires irrégulières en motte, ça s'appelle des opacités en motte, vraiment qui viennent le crack à des mottes, c'est-à-dire traf boïde, parce que c'est le méconium qui est disposé comme ça sur les deux champs pulmonaires, des zones claires d'emphysème localisées avec des atelectasies parce qu'il y a un problème d'aération, et on peut avoir des pneumothorax ou pneumomédiastins parce qu'on essaye de ventiler au maximum sur des poumons qui sont blindés, et donc on va faire péter les alvéoles, on va les éclater. Le traitement, c'est l'aspiration oropharyngée
lors du dégagement de la tête pendant l'accouchement, et ça devrait être fait soit par l'obstétricien, soit par la sage-femme. Et puis, on va voir ça, surtout chez le nouveau-né à terme, avec un bon état clinique. C'est pourquoi il faudrait les surveiller. Donc, il faut faire attention. On peut avoir aussi carrément des bébés en état de mort apparente parce qu'il a tellement bien inhalé. C'est ce qu'on appelle les bébés chiffons, c'est-à-dire qu'il est vraiment hypotonique. Sur le plan neurologique, il est bousillé. Elle lèche parce qu'il a bien inhalé et donc il ne peut plus respirer. Donc là, c'est la deuxième contre-indication à la ventilation au masque après l'arythmie diaphragmatique. Et je le mets en rouge, s'il vous plaît. Pas de ventilation au masque, ni lavage alvéolaire. Il faut aspirer après intubation. C'est-à-dire, on va bien aspirer la bouche. Si on arrive à intuber, c'est la meilleure des choses. Donc, il faudrait quand même qu'on passe à travers la glotte, qu'on puisse aspirer en intratrachéal le maximum de liquide. Avant, on faisait la gaffe de faire le lavage, ce qu'on appelle le lavage broncho-alvéolaire. Ils injectaient le sérum salé, soi-disant, pour laver les alvéoles. Maintenant, c'est dépassé parce qu'ils ont trouvé injectez le sérum salé, vous ne faites que coller ce méconium qui est déjà là, donc vous faites que le coller sur les alvéoles. Maintenant, il n'y a pas de lavage, mais plutôt une aspiration assez importante et rapide pour libérer le maximum des alvéoles. Et bien sûr, par la suite, l'intubation s'il a besoin d'être intubé. La prise en charge ultérieurement va passer par l'oxygénothérapie, une bonne kinésithérapie parce qu'il faudrait vider les poumons de ce méconium, une ventilation mécanique, surtout bien sûr le brancher un respirateur, et le pronostic va dépendre de la sévérité du tableau clinique. Des fois, on a même besoin d'utiliser le surfactant parce que le surfactant qui est là n'est pas actif. Les infections pulmonaires. Donc, toute infection pulmonaire pourrait être source d'hypoxie et pourrait être source de détresse respiratoire. Donc, il y a les infections primitives, c'est-à-dire qu'on peut avoir depuis la maman. Le streptobé, je vous l'ai dit, c'est un germe qu'on va voir beaucoup chez la femme enceinte. Et normalement, on devrait faire une recherche de portage vaginal avant 36 semaines, chose qu'on ne fait pas systématiquement chez nous, c'est dommage. Donc, l'Escherichia coli aussi, parce qu'il vit déjà dans notre flore et ça prédispose la maman à faire des infections urinaires, surtout la femme enceinte, et le listeria. Donc, ce sont les germes qu'on va voir le plus fréquemment chez la femme enceinte. Donc, l'infection et tout ceci, vous allez voir, va conditionner notre conduite à tenir ultérieure par rapport à l'antibiothérapie. On va cibler ces germes-là si on veut traiter. Par exemple, le streptobé et le listeria, c'est l'aximicine, tout simplement. C'est l'amoxicilline simple. Ça ne peut pas marcher avec l'amoxicilline protégée. Par contre, les bacilles gram négatifs, c'est forcément l'amoxicilline protégée. Et quand on a un bébé, on n'a pas encore de germes connus, on est obligé de donner la triple antibiothérapie, amoxicilline simple, amoxicilline protégée, la simple pour cibler le streptobé ou la listeria, la protégée pour cibler les bacilles gram négatifs, Escherichia coli ou les Klebsiella, et puis l'agenta, c'est pour potentialiser, l'aminosie, c'est pour potentialiser l'effet des deux autres antibiotiques. On va voir ça plus en détail dans l'infection. Ou alors, les infections secondaires, surtout quand vous avez un bébé qui a été hospitalisé, que ce soit chez nous ou ailleurs, et donc il va choper un germe, ce qu'on appelle les germes nosocomiaux, des germes qui existent au niveau de l'hôpital. Surtout le staph qu'on porte dans nos mains, parce que le staphylocoque, il va exister. Il y a le mycoplasme, il y a le mycoplasme chlamydier, il y a le virus respiratoire syncytial, surtout pendant la période hivernale. Il se peut qu'on ramène nous le VRS, mais parce qu'on est adulte, ça ne va pas vraiment nous tuer. Par contre, un VRS, un service de néonatologie, il va tuer les bébés, surtout les prémats. D'accord? C'est vraiment dur et c'est sérieux. C'est pourquoi les personnes qui sont enrhumées ne touchent pas au bébé. Toute personne enrhumée va rester chez elle, un bureau, mais elle ne touche pas au bébé. D'accord? Parce qu'elle risque de tuer tous les bébés qui sont dans le service. À évoquer si vous avez une détresse respiratoire isolée ou avec un choc septique chez un prématuré ou à terme. Donc, le tableau m'a fait à part la détresse respiratoire. Et je vous ai dit que quand vous avez une détresse respiratoire chez un prématuré, la prématurité en elle-même, c'est une infection jusqu'à preuve du contraire. La radio de thorax, le microgranité diffus qu'on va pouvoir trouver, des fois des opacités nodulaires confluentes, un poumon blanc. Donc, toutes les formes que vous pouvez voir en matière d'infection, il n'y a pas de radio fixe qui est figé, l'opacité bien définie, non. Donc, il se peut qu'on voit tous les tableaux en matière de radiothoracique. Il faut faire le bilan infectieux, y compris l'hémoculture, la CRP, la numération, procalcitonine si c'est au tout début, et bien sûr les prélèvements périphériques, ECBE, ponction lombaire. Et puis bien sûr le traitement, c'est l'antibiothérapie parentérale. Je n'ai pas très bien détaillé parce qu'on va traiter l'infection à part. Puis,
il y a les épanchements gazeux intrathoraciques. Leur fréquence, elle est très importante chez le nouveau-né, surtout en ventilation mécanique et surtout si on ne maîtrise pas les pressions. Il faut faire attention aux pressions qu'on donne à nos bébés parce que si vous ne maîtrisez pas, vous risquez de créer un pneumothorax sans que vous le vouliez ou alors il faudra que les premières ventilations au masque. Il ne faut pas être trop traumatique quand on ventile au masque. C'est des petits bébés avec des tout petits poumons et donc il ne faudrait pas vraiment qu'on soit assez traumatisant. Il y a une rupture de l'épithélium alvéolaire quand on est assez traumatisant ou alors quand on exerce des pressions importantes en ventilation mécanique. Et donc il y a l'air qui va passer au niveau du tissu interstitiel qui va créer un emphysème. Cet emphysème va donner des bulles. S'il passe au niveau de la plèvre, c'est le pneumothorax. Au niveau du médiastin, c'est le pneumomédiastin. Au niveau du péricarde, c'est le pneumopéricarde. Mais beaucoup plus, on a beaucoup plus de pneumothorax qu'autre chose. Donc le pneumothorax, il est parfois spontané. Il y a des bébés qui naissent avec des pneumothorax comme ça, mais c'est vraiment très 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 rare. On a eu comme ça un cas, un bébé qui est né avec un pneumothorax immense, sans qu'il soit ventilé ni rien. Mais souvent, c'est une complication d'une pathologie pulmonaire préexistante et surtout d'une ventilation qui a été faite d'une manière abusive. Quand il est vraiment important, il devient suffocant et donc il faudrait rapidement le drainer, sinon c'est une urgence vitale, il risque de décéder cet enfant. La radio, elle va montrer le décollement pariétal. Là, je vous ai mis une radio. Donc normalement, un pneumothorax à gauche avec déviation médiastinale. Donc remarquez là, donc normalement c'est tout noir. Et là, vous avez la poche arrière gastrique. C'est pas très clair, mais de toutes les manières, j'ai pas trouvé mieux parce que quand même pour trouver une image qui pourrait être licite, surtout pour un amphi comme ça, c'est un peu difficile. Donc normalement, vous cherchez est-ce qu'il y a la lame de pneumothorax qui devrait être visible et vous avez le médiastin qui est un tout petit peu dévié vers l'autre côté. Donc normalement, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une cyanose généralisée avec un enfant qui devient bradycarde, un thorax qui est distendu, qui est globuleux, donc il est là, il est bombé, donc déjà de visu, il a un unilatéral, un hémithorax qui est beaucoup plus bombé que l'autre, surtout quand c'est vraiment important, avec des murmures vésiculaires qui vont être diminués et des bruits du cœur qui sont refoulés, l'abdomen qui est ballonné aussi. Donc elle dit la différence de l'hernie diaphragmatique. L'hernie diaphragmatique, vous avez un bombement de l'hémithorax, mais avec un abdomen qui est plat. Par contre, ici, vous avez un abdomen qui est ballonné avec un bombon du pneumothorax et ça fait la différence. Donc, les formes bénignes, on peut faire une simple surveillance. Moi, je le fais dormir sur son pneumothorax. Quand ce n'est pas très énorme, je le fais dormir sur son pneumothorax et le poumon revient à la paroi. Mais quand c'est une forme intermédiaire, il y a l'oxygène, mais l'exsufflation à l'aiguille. À l'aiguille, c'est facile. Donc, on passe à travers le deuxième espace intercostal en suivant la ligne mamelonnaire. Et normalement, on aspire. Moi, généralement, je n'aspire pas sur une seringue vide. Je mets du sérum salé. Et comme ça, quand on aspire, on voit les bulles passer. D'accord? Quand c'est très important, ce n'est plus l'aiguille qui marche, c'est carrément le pneumothorax qui est à drainer chirurgicalement. Donc il y a un drain qu'on va placer chirurgicalement et on va aspirer ce qu'il y a. Il n'y a pas de kiné parce que la kiné risque d'aggraver les choses. Et puis on va donner des antalgiques parce que c'est très douloureux, surtout quand vous mettez un drap en place. Et bien sûr, on va diminuer les pressions de ventilation parce que ces pressions, si elles sont augmentées, elles vont encore aggraver le pneumothorax. Et là, ça devient très difficile pour gérer ces situations. Pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est un enfant qui n'est pas bien, en détresse, et donc les pressions devraient être élevées. En même temps, on ne devrait pas trop les élever parce qu'il est déjà en pneumothorax. Donc c'est des situations qui sont difficilement gérables. Le pneumomédiastin, je pense qu'on va passer quand même très rapidement parce que ça se voit pas très souvent. C'est beaucoup plus un halo clair bordant la silhouette médiastinale. Et donc, on va se retrouver avec un thymus qu'on appelle le thymus flottant ou volant. Donc, le thymus tal al-foq avec Hada. C'est très rare qu'on va le voir. La tolérance, elle est souvent bonne, sauf si vous avez des formes qui sont compressives et généralement une simple surveillance. Les causes plus rares de la détresse respiratoire néonatale d'origine médicale, il y a l'hypertension artérielle pulmonaire persistante. Et donc, on a parlé des résistances intrapulmonaires qui existent in utero et qui sont vraiment élevées. Normalement, elle devrait baisser à la naissance. Quand on a un maintien de ces résistances au-delà de la naissance, c'est-à-dire, et quand on parle de maintien de résistance, vous vous rappelez du foramen ovale qui devrait être fermé à la naissance. Le canal artériel, pareil. Normalement, il devrait être fermé à la naissance. Quand ces pressions restent élevées, ces deux pertuis restent encore perméables et ça fait qu'on va se retrouver dans des hypoxémies qui sont très importantes. Et donc, si on ne les traite pas correctement et à temps, ça risque d'aggraver les choses et donc de donner normalement un tableau de détresse très sévère, voire ce qu'on appelle une hypertension artérielle pulmonaire.
Les cas où on a vraiment des tableaux graves, c'est quand vous avez une inhalation méconiale, on en a parlé, ou alors un état de choc sévère. Les besoins en oxygène vont être importants. C'est un enfant qui était jusque-là stable, mais même si on augmente sa FiO2, on n'arrive pas à le gérer. On est à 100% de FiO2, c'est un bébé qui s'aggrave, qui se fatigue. Il est en hypertension artérielle pulmonaire et ils sont labiles, c'est-à-dire ils changent ses besoins en oxygène. 30%, on arrive à le sevrer. À un certain moment, il faudrait augmenter à des quantités assez importantes d'oxygène. Avec une hypoxémie réfractaire, c'est quoi l'hypoxémie réfractaire? C'est-à-dire vous vous retrouvez avec une saturation en oxygène qui est basse, même si on donne de l'oxygène, il ne répond plus à l'oxygène comme il se doit. La radio pulmonaire, elle va montrer l'état du parenchyme, la vascularisation pulmonaire, la taille du cœur, et le diagnostic va être confirmé par l'échographie cardiaque. Donc quand vous avez une hypertension artérielle pulmonaire, c'est vrai qu'il y a le NO inhalé qui n'existe sur le Maroc que sur l'hôpital Cheikh Zayed. Le NO inhalé, il est très cher, donc c'est des bouteilles, les bouteilles à oxygène, mais qui sont faites spécialement pour ça. Sinon, il y a l'HFO, donc normalement l'hyperventilation avec des fréquences élevées, donc la ventilation avec des fréquences très très importantes. Donc on a ça dans le CHU et on donne le Viarect ou le sildenafil. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est un traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire persistante. Ça marche très très bien chez les nouveau-nés. Donc les hémorragies pulmonaires, c'est un autre volet, ça peut entraîner aussi une détresse, les épanchements liquidiens pleuraux, type chylothorax, l'hypoplasie pulmonaire quand c'est un bébé qui naît déjà avec des poumons qui sont petits, les maladies neuromusculaires, et puis après avoir passé le maximum des causes, et vous avez vu qu'on a détaillé beaucoup plus les causes les plus fréquentes, type MMH, défaut de résorption, inhalation méconiale et infection, on va passer aux complications. Il y a les complications immédiates de toutes les détresses. Première des choses, c'est le pneumothorax parce qu'on va ventiler avec des pressions très importantes, on ne va pas savoir gérer. Et donc, on peut tomber sur un pneumothorax, voire un pneumomédiastin, surtout si c'est un bébé sous ventilation mécanique avec des pressions qui sont très importantes. Donc, on a géré le gérable pour ne pas tomber dans le pneumothorax, essayer de maîtriser nos pressions, c'est très important, c'est un but. Les complications à long terme, c'est la dysplasie bronchopulmonaire. Je l'ai déjà défini, c'est des besoins en oxygène qui restent persistants jusqu'à 28 jours de vie, d'accord? C'est ça la dysplasie bronchopulmonaire. Et donc c'est des bébés qui sont chez nous là, ils ont dépassé 1 mois de vie et ils ont toujours besoin d'oxygène. La rétinopathie de prématuré, on en a parlé aussi, parce qu'on a tellement donné d'oxygène que ces bébés vont développer une rétinopathie qui devient par la suite une cécité si elle n'est pas prise en charge correctement. La persistance du canal artériel, pourquoi? Parce que de toutes les manières, il faut trouver le juste milieu entre les apports qu'on donne pour ne pas tomber dans l'hypoglycémie et dans l'insuffisance rénale, et en même temps ne pas donner trop de flotte pour que ce canal artériel se ferme. Et puis les séquelles, voire handicap neurologique, parce que c'est un bébé qui s'est mis en hypoxie importante et le cerveau a été privé en oxygène pendant longtemps. Pour conclure, la détresse respiratoire néonatale est une urgence. Donc l'examen clinique et l'enquête étiologique avec le traitement symptomatique s'imposent et il faudrait les mener déjà en parallèle. Donc déjà on ne va pas raisonner étiologie, je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus la conduite à tenir en urgence parce que c'est un bébé qui risque de passer, par la suite rectifier le tir, chercher l'étiologie. Malgré les progrès thérapeutiques, elle reste la première cause de décès néonataux et merci pour votre attention.